Donc, je me présente, hein, moi je suis Thierry Tormos, je travaille à l'Office français pour la biodiversité au sein du pôle éclat, donc écosystème lacustre, qui regroupe en fait des spécialistes qui travaillent sur ces écosystèmes. Donc on retrouve des agents de l'OFB, de l'INRAE et de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Donc pour progresser sur la compréhension de ces milieux et notamment en appui aux politiques publiques. On a un axe notamment très important dans ce pôle, hein, qui est un axe de caractérisation des trajectoires de ces écosystèmes. On utilise des méthodes innovantes, et notamment, bien évidemment, la télédétection. Voilà. Donc, on a rejoint en fait le CES Couleur des eaux continentales, hein, à partir de 2018. Et donc, le but du CES, hein, c'est bien de fédérer les différents spécialistes sur ce sujet pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, donc on vient de le voir, hein, que ce soit gestionnaires et décideurs. Donc, dans cette présentation, j'ai la tâche en fait de vous apporter des éléments de compréhension pour la suite des présentations. Donc je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes, donc ça va être des redites, mais c'est pour introduire les différentes présentations sur la couleur de l'eau notamment. Donc de quoi on va parler tout au long de la journée? Donc là, je vous ai mis une figure qui illustre bien, je trouve, les différentes variables et process qu'on peut mesurer par télédétection. Donc bien évidemment, je ne vais pas la détailler aujourd'hui, hein, mais c'est juste pour vous dire qu'on va juste travailler sur la couleur de l'eau, qu'on peut mesurer alors par télédétection passive optique, donc c'est-à-dire on va mesurer en fait l'énergie du soleil qui va être réfléchie par l'objet eau dans le spectre du bleu jusqu'au prochain infrarouge. Et dans cet atelier aussi, on va faire une parenthèse sur la température, voilà, qui elle est mesurée par détection passive dans l'infrarouge thermique. Donc là, c'est non pas l'énergie qui est réfléchie qu'on va mesurer, mais c'est l'énergie qui est directement émise par la cible eau dans l'infrarouge thermique. Bon, ça, c'était juste pour vous dire que je rappellerai les principes de température au moment de la session, hein, donc cet après-midi. On a deux présentations, il y a une présentation qui est annulée, parce que Pierre-Alain Dany, mon collègue, est absent, il est malade, il n'a pas pu venir. Donc on a uniquement deux présentations sur ce sujet. Et là, pour la suite, on va parler de la couleur de l'eau. Donc de quoi dépend cette couleur de l'eau? Donc de manière très synthétique et très simplifiée, on va dire. Donc lorsque le soleil va pénétrer dans la colonne d'eau, il y a une part du spectre, ou une part ou la totalité du spectre qui va être soit absorbée ou soit diffusée par les matières en présence. Donc les matières colorées en présence dans la colonne d'eau. Donc la couleur de l'eau va dépendre en fait de ce jeu optique, absorption, diffusion. Et ce jeu d'absorption-diffusion dépend de la nature la nature des différentes matières colorées et ses fonctions aussi de leur concentration. Donc si je prends un cas simple, hein, donc on va dire en absence de matière colorée, on a juste de l'eau. Donc l'eau va apparaître bleue parce que les longueurs d'onde au-delà du bleu vont être absorbées et uniquement l'eau va être rétrodiffusée. Le bleu va être rétrodiffusé par la molécule d'eau. Si je rajoute par exemple le phytoplancton, où là on va avoir une absorption dans le bleu et dans le rouge, on va avoir une couleur de l'eau qui va être plutôt vert brillant. Voilà. Donc si on s'arrêtait là, on pourrait dire que le cas est relativement simple, mais en fait sur les eaux continentales et sur les eaux littorales, les cas sont beaucoup plus complexes, car tout simplement en fait on a d'autres matières qui vont interagir. On va avoir notamment toutes les charges sédimentaires. Donc, lorsqu'on a une forte concentration, on va plutôt avoir des eaux marron. Et puis aussi toute la partie dissoute, les matières organiques dissoutes qui vont avoir une forte absorption, on peut avoir des eaux noires. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme paramètres à partir de cette couleur de l'eau? On a les paramètres globaux qui résultent en fait
des processus, l'ensemble des processus d'absorption de diffusion de l'ensemble de ces matières, donc la transparence. Ensuite, on peut démêler un peu le signal et voir ce qui se passe sur la partie dissoute. Donc, on peut estimer les concentrations de matière organique dissoute colorée. Ensuite, on a la partie non algale et algale. Donc, on a la composante globale matière en suspension, et puis on peut préciser la partie algale, phytoplancton. Donc, très rapidement aussi, là, les 3 grands défis auxquels on fait face pour faire la télédétection, la couleur de l'eau. Donc, vraiment, le premier défi, c'est de récupérer en fait un signal couleur de l'eau interprétable. Voilà, il faut savoir que 80 à 90% du signal, le reste, c'est des effets liés à l'atmosphère, aux effets atmosphériques, donc à la diffusion des différents aérosols molécules dans l'atmosphère. Ensuite, on a des effets de réflexion directe, réflexion spéculaire, effet miroir, réflexion du ciel et du soleil. Et puis, on a aussi des effets d'environnement qu'il faut corriger. Le deuxième défi, c'est d'avoir un masque de nuages et eau performant. Donc nous, on travaille sur l'objet pixel eau dit pur, ou absence de fond. Donc il faut qu'on soit en capacité de retrouver ce pixel eau sur la scène. Donc on voit que c'est compliqué, là je vous ai mis une illustration. Mais forcément, sur les masses d'eau qu'on étudie, il y a une certaine dynamique. Donc il y a une évolution de la superficie, une évolution de ces pixels en eau. Et puis en plus, ces pixels en eau vont être à la fois bruités par les nuages et le masque et les ombres des nuages. Donc il va falloir aussi démêler tout ça. Et bien évidemment, le troisième défi, c'est d'inverser cette couleur de l'eau qu'on mesure, donc c'est la réflectance, en paramètres biogéochimiques. Pardon. Et donc l'objectif de ce défi, c'est d'avoir notamment des méthodes qui soient robustes, efficaces et applicables sur les différents types de couleurs de l'eau qu'on fait face sur les eaux continentales et sur les eaux côtières. Donc voilà, donc plusieurs approches existent, on va le voir tout au long de la journée. Des approches plutôt empiriques qui demandent d'avoir justement une base de données de qualité et des observables identiques. Et des approches plus déterministes, on va mettre plus de physique, où là il va falloir aller sur le terrain et faire des mesures de ces différentes propriétés optiques des différentes matières colorées. Donc, quel capteur satellitaire actuel sur les eaux continentales? Donc, sur quel capteur on va travailler essentiellement? Donc, juste là, c'est pour rappeler que plus on augmente la résolution spatiale, on va perdre en résolution spectrale, en radiométrie, en résolution radiométrique et temporelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des bandes qui seront moins précises dans le spectre, on va avoir moins de bandes sur le capteur et on aura un temps de revisite qui sera plus long. Donc les satellites actuels à basse à moyenne résolution spatiale, donc de 300, on va dire 250 mètres à 1 km de résolution spatiale, on a les capteurs bien connus de MODIS, VIRS et puis ensuite Copernicus Sentinel-3, avec un temps de revisite journalier, donc ils sont vraiment très intéressants et un nombre de bandes intéressant aussi pour travailler sur la couleur de l'eau, mais ils ne sont pas suffisamment précis pour travailler sur l'ensemble des masses d'eau et notamment les petits réservoirs. C'est pour ça qu'on va chercher la très haute résolution, la haute résolution spatiale, pardon. Où là, vous connaissez ces deux capteurs, Sentinel-2 à 10 mètres de résolution spatiale, avec un temps de revisite intéressant pour suivre les dynamiques, et qui possède quand même 12 bandes spectrales. Et puis on a son acolyte côté aux États-Unis, Landsat 8. Voilà, avec ce qui est intéressant avec Landsat, c'est qu'aussi on a une archive. Il y a une continuité, on a 40 ans d'archives avec ces satellites. Bon, là, c'était juste pour préciser à peu près le CES ces dernières années s'est concentré surtout sur Sentinel-2, Landsat 8 et commence à travailler sur Sentinel-3. Je vais juste finir la présentation sur cette diapo pour vous montrer le périmètre du CES. Donc on observe les lacs de toute taille, c'est l'objectif, les rivières, les fleuves, les estuaires, caractériser la température de surface, les paramètres de qualité de l'eau, donc qui sont liés aux matières colorées, concentration, matière en suspension, transparence, etc. On s'efforce à évaluer la qualité, voilà, pour qu'il soit bien utilisé, à identifier et quantifier les sources d'erreurs, et on accompagne aussi les utilisateurs
pour bien prendre en main cette information, et notamment au travers de découplage, observation, modélisation, notamment pour l'analyse de l'état écologique des plans d'eau et des flux sédimentaires. Merci.